Grande pyramide d'Égypte, les 7 vérités qui dérangent. Enquête sur les blocs bouchons du couloir ascendant. Pour les égyptologues, la Grande pyramide est un tombeau, au même titre d'ailleurs que les autres pyramides. La présence d'un sarcophage abîmé et sans couvercle dans la chambre haute, dite chambre du roi, ne leur laisse absolument aucun doute à ce sujet. D'après la théorie officielle, une fois la momie placée dans son sarcophage et les 3 herses de l'antichambre abaissées, l'antichambre ou chambre des herses est la petite pièce qui est collée à la chambre du roi. Il restait à libérer les 3 bouchons de granit provisoirement stockés dans la grande galerie pour que ceux-ci viennent obturer le bas du couloir ascendant. Du moins, c'est ce qu'il suppose, en toute logique du fait qu'on les a retrouvés à cet endroit et qu'il fallait bien qu'auparavant le passage soit libre pour permettre l'acheminement de la momie. Voici les 2 derniers bouchons retrouvés en bas du couloir ascendant, là où Al-Mamoun les a découverts quand il a décidé de piller la Grande Pyramide en réalisant la sape qui sert de nos jours à l'entrée touristique. Vous remarquerez que le 3e bloc, dont il manque un morceau à l'arrière, est quasiment collé au second. On aurait pu penser qu'en glissant sur toute la longueur du couloir ascendant, le peu de calcaire ou de sable repoussé devant le 3e bouchon aurait pu gêner un assemblage aussi parfait. Mais non. Et voici le premier bouchon qui s'est arrêté pile en plafond de la descendrie. Il faut savoir que le tiers inférieur du couloir ascendant a été creusé dans des blocs de calcaire déjà mis en place et que les constructeurs avaient pris soin de rétrécir la largeur de l'entrée du couloir ascendant de 1,04 m à 0,97 m pour bloquer le premier bouchon. Tel qu'il s'est arrêté, on peut aussi en déduire que la surface au sol du premier bouchon était trapézoïdale. Son avant fait 0,97 m et son arrière 1,03 m. Voilà qui avait toutes les chances de faire en sorte que le bouchon se mette en travers et se bloque lors de la descente. Et pourtant, il est arrivé à bon port, un peu comme si on l'avait mis là, dès l'origine de la construction, avec en plus un beau joint au pourtour. Examinons un instant la base visible du premier bouchon. Vous constaterez comme moi que son ombre montre un bord d'attaque en dents de scie, donc peu favorable au glissement. Bien sûr, on ne peut pas savoir si c'est d'origine ou si c'est lié à un burinage ultérieur, mais on peut remarquer en tout cas que le bord d'attaque n'a pas été arrondi pour faciliter le glissement, comme on aurait été en droit de s'y attendre. Quelle sorte d'ingénieur prendrait le risque de faire glisser un bouchon de granit trapézoïdal dans un couloir creusé sans même arrondir le bord d'attaque pour faciliter le glissement? Ils le faisaient bien pour leur traîneau en bois, alors pourquoi pas pour cette pierre? À noter aussi que le premier bouchon est légèrement moins large que la descendrie, ce qui fait qu'il est impossible à camoufler correctement, et donc qu'il indique clairement à d'éventuels pilleurs la présence du couloir ascendant. On remarquera aussi un vide de 10 cm entre le premier et le 2e bouchon, mais aussi que les bords d'attaque au sol et au plafond des 2e et 3e bouchons sont arrondis, ainsi d'ailleurs que l'arrière du premier bouchon. Pour quelles raisons ont-ils arrondi des arêtes hautes qui n'étaient pas en contact avec le plafond lors de la descente? Était-ce parce qu'en bas du couloir, les bouchons frottaient aussi contre le plafond? Retournons maintenant dans la grande galerie. Premier problème à résoudre pour la fermeture du tombeau, les bouchons de granit vont devoir glisser de la grande galerie vers le bas du couloir ascendant. Or, il manque la liaison avec le couloir ascendant, du fait de l'embranchement avec le couloir d'accès à la chambre de la reine. Heureusement, l'architecte a prévu des trous de chaque côté de la liaison pour y loger des poutres en bois. Mais un plancher bois va-t-il être assez résistant pour faire passer 3 bouchons d'environ 5 tonnes chacun? On va supposer que oui, malgré le fait que, chose incompréhensible à ce niveau de perfection architecturale, le niveau supérieur des trous arrive au niveau du plancher fini. 2 des trous dépassent même ce niveau. Cette disposition réduit d'autant la hauteur des poutres et donc leur résistance. Reste à savoir pourquoi ils n'ont pas redescendu la rase inférieure de leur trou au burin. Au final, ils ont peut-être mis des poteaux de soutien pour augmenter la résistance de l'ensemble, à moins qu'ils aient décidé de combler le vide avec des pierres et de réaliser un plancher en pierre, plancher qui ensuite aurait disparu du fait des pilleurs. On va considérer que la pente du couloir ascendant et de la grande galerie était bien calculée, juste celle qu'il fallait pour que les bouchons descendent sans prendre trop de vitesse et sans avoir besoin de lubrifier le sol. Une petite poussée au départ et, une fois le bloc mis en marche, il continue sur sa lancée. Dans la pratique, en l'absence de lubrifiant, la petite poussée en question serait quand même de l'ordre de 600 kg. La chance aidant, malgré le faible jeu entre les bouchons et les parois du couloir ascendant,
aucun d'eux n'est resté bloqué à mi-chemin en frottant contre l'une des deux parois, qui pourtant était loin d'être lisse au passage des parties creusées. Et il n'y avait pas que le tiers inférieur du couloir ascendant qui a été creusé après coup dans des blocs déjà posés. Même la partie construite de ce couloir comporte 3 blocs qui ont été posés pleins avant d'être évidés. Si l'on prend en compte que le premier bouchon était trapézoïdal et sans bord d'attaque arrondi, cela tient presque du miracle qu'il ne soit pas resté coincé à mi-chemin. Pour qu'un bloc de près de 5 tonnes de granit glisse sur du calcaire, il faut limiter le frottement, et ce dernier peut s'exercer sur au moins 2 faces du bloc, celle en contact avec le sol, et, en cas de légère déviation, celle qui rentre en contact avec une des parois non lisses du couloir. Passe pour le premier bloc, qu'on peut toujours décoincer à ses risques et périls en passant par devant. Mais il en va tout autrement pour les 2 autres blocs, qui de plus seront forcément légèrement ralentis par la compression de l'air entre les bouchons, et surtout par l'accumulation de matière arrachée par frottement devant les blocs. Si l'un des 2 derniers bouchons se coince avant d'arriver en bas, il sera alors impossible à débloquer. Je pense qu'il serait très intéressant de procéder à une reconstitution de cette étape, à une échelle réduite bien évidemment, ainsi que d'analyser sur place la raison réelle pour laquelle le deuxième bouchon s'est arrêté à 10 cm du premier, et comment le troisième a fait pour se retrouver aussi bien collé au deuxième. Y a-t-il eu de la matière calcaire ou du sable repoussé devant le deuxième bouchon? Si oui, alors pourquoi n'y en a-t-il pas eu devant le troisième? D'autre part, certaines photographies des blocs bouchons montrent des éléments qui vont plus dans le sens d'une mise en place des bouchons dès le début de la construction, à l'endroit où on les a trouvés. Sur les photographies du troisième bloc, vu du couloir ascendant, remarquez comme le bloc de granit est collé au calcaire du plafond et de la paroi. On ne pourrait même pas passer une lame de rasoir entre les pierres. Remarquez aussi l'excroissance rocheuse le long du mur droit. Comment le bloc a-t-il pu glisser jusqu'en bas sans la percuter? Est-ce juste un effet d'optique? Normalement, si on se fie aux mesures des égyptologues, il était censé rester 5 mm de jeu de chaque côté du bouchon. Et que dire de l'épaisseur du linteau, qui devait supporter le poids des pierres au-dessus tant que le bouchon n'y était pas? Je sais, ça fait beaucoup de questions sans réponse, mais puisque les bouchons de granit ont été retrouvés en bas du couloir ascendant, c'est soit qu'ils ont réussi à descendre, soit qu'ils ont été mis en place dès le début de la construction, à l'endroit où on les a trouvés. Chose impossible à concevoir si la chambre du roi était un tombeau, car il y avait une momie à acheminer par ce couloir. Il est grand temps maintenant pour les ouvriers qui ont lâché les bouchons de regagner l'air libre. Suivez les flèches bleues pour visualiser le parcours que leur a réservé le grand architecte Émiounou. L'entrée du puits se trouve en bas et à droite de la grande galerie quand on vient du couloir ascendant. Tout d'abord, il faut se contorsionner pour se glisser avec sa lampe à huile dans un trou coudé permettant de rejoindre un puits vertical de 7,90 m de profondeur et d'environ 0,65 m de diamètre. Vient ensuite une autre partie légèrement inclinée, mais pas vraiment moins dangereuse pour atteindre la grotte. Je vous laisse admirer le parcours prévu pour la sortie des ouvriers. À mon avis, ceux qui sont passés par là, s'il y en a eu évidemment, ont vraiment dû maudire l'architecte. Une fois passé la grotte, c'est plus cool. Il suffit de continuer à descendre le couloir qui mène à la descendrie, puis de remonter à l'air libre. Vous l'avez compris, les explications fournies par les égyptologues en ce qui concerne la fermeture de la Grande Pyramide sont loin de correspondre avec ce qu'il aurait vraiment fallu faire pour sceller correctement un tombeau. Pire, elles font passer l'architecte de cette pyramide pour un incompétent notoire. En effet, d'après eux, la solution retenue par l'architecte impose la création d'un espace de stockage provisoire des bouchons dans la pyramide, ainsi que la création d'un passage étroit et dangereux pour la sortie des ouvriers. Elle impose aussi la création d'un pont entre la grande galerie et le couloir ascendant pour faire passer les bouchons au-dessus du couloir de la chambre de la reine. Elle impose de prévoir un rétrécissement en largeur du bas du couloir ascendant pour bloquer les bouchons. Elle compte un peu trop sur la chance pour qu'un des bouchons ne reste pas coincé à mi-chemin dans le couloir ascendant, ou pire, arrive à obstruer la descendrie. Mais ce qui est vraiment aberrant, c'est qu'elle laisse un accès possible vers la chambre souterraine et indique clairement la position du couloir ascendant à d'éventuels pilleurs, qui de plus pourront contourner les bouchons en remontant par le puits de sortie des ouvriers. Je pose donc clairement la question aux égyptologues, quel est l'intérêt de ce dispositif dans le cadre d'un tombeau? Et ceci d'autant plus qu'il existait une solution beaucoup plus simple, qui consistait tout simplement
à glisser les 3 blocs bouchons de l'extérieur dans la descendrie. Les avantages des blocs bouchons glissés directement dans la descendrie auraient été les suivants. Premièrement, il n'y a pas besoin de prévoir une sortie des ouvriers puisque les blocs sont glissés de l'extérieur. Deuxièmement, les blocs masquent correctement le couloir ascendant dont l'entrée est moins large que le plafond de la descendrie. Troisièmement, le couloir ascendant et la descendrie sont condamnés d'un seul coup. Quatrièmement, le stockage des bouchons dans la grande galerie est évité. Cinquièmement, il n'y a pas besoin de prévoir un pont pour passer au-dessus du couloir de la chambre de la reine. Sixièmement, il n'y a pas besoin de prévoir un rétrécissement de la largeur du couloir ascendant. Et septièmement, on évite tous les frottements dans les parties creusées puisque la descendrie est construite jusqu'à l'embranchement du couloir ascendant. La question intéressante à se poser est donc la suivante. Quel intérêt l'architecte avait-il de choisir la solution la plus contraignante et la moins efficace pour fermer ce qui, d'après les égyptologues, est un tombeau? D'un côté, il serait assez qualifié pour réaliser la grande pyramide, et de l'autre, il passerait son temps à faire tout un tas d'erreurs de logique dans la conception de son architecture interne. Cela ne tient pas debout, donc il doit forcément y avoir une autre explication qui permet de rendre logique toutes ces anomalies. Sortons un instant du cadre du tombeau. Imaginons, ce n'est qu'une supposition, que la chambre souterraine non terminée ne soit pas un projet de tombeau abandonné, mais un simple volume de rétention destiné à recevoir le sable, puis l'eau d'un mécanisme à pression hydraulique situé au niveau de la chambre du roi. Cela expliquerait son volume important pour contenir le sable et l'eau, ainsi que son manque de finition. Lors de la libération de l'eau, la chambre du roi pouvant en contenir 273 mètres cubes, celle-ci s'écoulerait dans la grande galerie qui, comme par hasard, ressemble à un égout en pente, passerait sur une couverture légère au niveau du couloir de la chambre de la reine et remplirait totalement le couloir ascendant. La pression engendrée par la colonne d'eau ainsi créée dans le couloir ascendant repousserait les bouchons, de sorte que le premier vienne condamner le passage vers la chambre souterraine. Le reste de l'eau s'évacuerait via la fameuse sortie des ouvriers jusqu'à la chambre souterraine. Quel architecte digne de ce nom aurait fait inscrire des hiéroglyphes relatant la vie du pharaon dans des couloirs et des chambres qu'il savait réservées à de l'eau? Quel architecte aurait choisi de mettre directement les bouchons dans la descendrie et de ne pas réaliser le puits de jonction grande galerie grotte s'il savait qu'il devait envoyer l'eau de la chambre du roi dans la chambre souterraine? Au mieux, il aurait pu mettre ses bouchons avant l'embranchement entre la descendrie et le couloir ascendant pour éviter d'avoir à réaliser cette liaison. Mais dans ce cas, il n'aurait pas eu un accès maintenance possible tant que le mécanisme n'a pas fonctionné. Tout ceci prouve qu'il existe au moins une autre explication possible pour la même architecture interne et que conclure au tombeau avant même d'avoir compris le rôle exact des chambres, des conduits, des 5 plafonds, du gros linteau au-dessus de l'entrée de la chambre du roi et des bouchons de granit n'est pas une attitude scientifique. Cela consiste simplement à fournir une explication bidon à quelque chose que l'on ne comprend pas mais que l'on considère comme un tombeau, faute de mieux. En conclusion, le choix du système de fermeture du couloir ascendant retenu par l'architecte est complètement anormal dans le cadre d'un tombeau, et il est fort possible que les 3 bouchons de granit aient été mis là où on les a trouvés dès l'origine de la construction. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette théorie sur le site www.keops.biz, KHEOPS.biz, et dans le livre Grande pyramide d'Égypte, les 7 vérités qui dérangent.